Introduction. L'approche par compétences est une méthodologie éducative implantée actuellement dans plusieurs pays. Dans le présent article, nous allons montrer que l'approche par compétences est soumise à des critiques, notamment celle d'être une version améliorée de la pédagogie par objectif. Nous allons dans un premier temps, rappeler les grands traits de la pédagogie par objectif et les critiques qu'elle a subies. Puis, nous étudierons l'approche par compétences, et les liens existants ou non, avec la pédagogie par objectif. La pédagogie par objectif. La PPO est une technologie éducative prônée par Tyler, en 1949. Apparue aux États-Unis au cours des années 1950, d'abord dans un contexte socio-économique, celui de l'industrie automobile, puis, elle s'est diffusée dans le domaine éducatif, à travers les travaux de Bloom. Ensuite, elle s'est développée au Canada avant d'arriver en Europe, lors du mouvement de rationalisation des systèmes éducatifs. La PPO a été appliquée dans la formation professionnelle et technique, avant d'être étendue à l'enseignement général, au cours des années 1980. En tant que technologie éducative, la PPO se caractérise par son origine théorique, qui se trouve dans le behaviorisme, le courant psychologique qui se centre sur les comportements observables et mesurables, et rejette la référence à la conscience, c'est-à-dire, rejeter tout ce qui se passe dans le cerveau. Et selon Buffo et Ali, la PPO décompose les contenus disciplinaires, en très petites unités. Ce qui représente ainsi une autre marque du behaviorisme, pour lequel la segmentation des savoirs éviterait l'erreur. La pédagogie par objectif s'articule sur trois concepts principaux qui sont un comportement observable, un objectif général, et un objectif spécifique. Selon Hamelin, l'objectif général se définit comme un énoncé d'intention pédagogique, décrivant l'un des résultats escomptés d'une séquence d'apprentissage. Toujours selon Hamelin, pour qu'un objectif soit qualifié d'opérationnel, il doit répondre à 4 conditions qui sont 1. Son contenu doit être énoncé, de la façon la moins équivoque possible. Cela signifie que la lecture et l'interprétation d'un objectif par des personnes différentes ne doivent pas donner lieu à des interprétations divergentes. 2. Il doit décrire une activité identifiable, par un comportement observable. Cela veut dire qu'un objectif opérationnel répond à des conditions d'énonciation, en termes de comportement concret. Excluons tout verbe subjectif, tel comprendre, ou apprécier. 3. Il doit mentionner les conditions dans lesquelles le comportement escompté doit se manifester. C'est-à-dire, préciser les conditions dans lesquelles se réalise l'objectif. Par exemple, envoyer 20 ballons par-dessus le filet, qui se situe à une distance de 9 mètres, en 60 secondes. 4. Il doit indiquer le niveau d'exigence auquel l'apprentissage est tenu de se situer, et les critères qui serviront à l'évaluation de cet apprentissage. C'est-à-dire, il doit fixer les modalités et les critères définitoires de l'évaluation. Par exemple, nous considérons qu'un test est réussi, si 10 frappes sur 20 sont réussies. La PPO est une pédagogie qui consiste à lier l'objectif global fixé, à son mode opératoire, et aux moyens de sa réalisation. Décomposée en sous-objectifs, qui concourent tous à la réalisation de cet objectif global. Entraînant un découpage particulier du temps d'apprentissage, qui se fait par blocs successifs et compacts, correspondant à chaque sous-objectif. Si cette définition est juste, pour ce qui concerne la programmation de l'activité, en objectif général et objectifs opérationnels, elle omet toutefois de signaler qu'on ne peut en fait parler de pédagogie par objectif, puisque l'approche par objectif fixe des buts, mais ne dit pas comment les réaliser. D'autre part, cette définition de PPO oublie de souligner le renversement didactique que l'approche par objectif a permis. Pour la première fois en didactique, l'accent était mis sur ce que l'apprenant devait être capable de maîtriser à l'issue de la formation, et non pas sur les contenus en tant que tels. Plusieurs autres critiques ont été faites à la PPO, notamment qu'elle s'est renfermée dans un opérationnalisme comportemental. Ce qui l'a énormément éloignée de l'acte pédagogique, et l'a transformé en un acte constitué de réflexes conditionnés, faisant abstraction de toute pensée créative chez l'apprenant. Ce qui implique qu'avec la PPO,
nous sommes donc dans le conditionnement et le montage de réflexes, non, dans la construction des savoirs par l'apprenant dans l'appel à son potentiel cognitif. Étant soumis aux objectifs de l'enseignant, l'apprenant n'est pas toujours au centre du processus d'apprentissage. Surtout, si la PPO se résume à fixer les objectifs d'une manière technocratique. On reproche à la PPO de fractionner les savoirs à apprendre, au point que l'élève perd la finalité des apprentissages. De trop compartimenter les savoirs, en décomposant les contenus, en de multiples objectifs opérationnels. Cette accumulation de connaissances cloisonnées engendrait une perte de sens des apprentissages, et une incapacité des élèves à mobiliser les savoirs spontanément, dans des situations pour lesquelles ils seraient pertinents. Après avoir rappelé les traits constituants de la PPO, nous allons aborder désormais la notion de compétence. La notion de compétence migre au cours des années 80, dans le monde socio-professionnel, puis, dans le monde de la formation et de l'éducation. En effet, au cours des années 80, le monde du travail a connu plusieurs mutations techniques, technologiques et économiques, qui ont introduit massivement de l'imprévu et de la complexité, et qui ont imposé d'abandonner le travail à la chaîne, qui consistait à réaliser une suite de gestes, sans faire intervenir aucune initiative personnelle du travailleur. Selon Richer, le monde du travail s'est emparé de la notion de compétence, mais pour en élaborer deux versions divergentes. Une version libérale appréhende la compétence comme adaptation aux exigences de rendement des entreprises. Et une version humaniste de la compétence, qui met en avant le sujet agissant intentionnellement, et qui conçoit la compétence comme un développement du potentiel créatif de l'individu. À travers la compétence, cette version humaniste favorise le pouvoir d'action, la capacité à donner du sens, et l'engagement de la subjectivité de ceux qui s'affrontent au quotidien, à des situations professionnelles. De plus, la compétence est dynamique. Car elle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expérience, et comportements s'exerçant dans un contexte précis. L'approche par compétence est une méthodologie développée par De Kettel, Rogier, et le groupe du Bief. Elle a été transposée dans le domaine de l'éducation, après avoir été initialement appliquée dans la formation professionnelle au niveau des entreprises. L'APC est appliquée dans les manuels, les programmes, la formation des enseignants et les systèmes d'évaluation. Pour De Kettel, cette approche cherche à développer la possibilité par les apprenants de mobiliser un ensemble intégré de ressources pour résoudre une situation problème. Elle met donc en situation les apprentissages, et elle permet aux apprenants de partager, d'échanger, et de coopérer entre eux, lors des différents apprentissages. L'APC relève de ce fait, que les savoirs, savoir-faire et savoir-être, doivent être réinvestis dans des situations empruntées à la vie réelle. Selon Rogier, l'approche par compétence poursuit trois objectifs principaux. 1. Mettre l'accent sur ce que l'élève doit maîtriser à la fin de chaque année scolaire, plutôt que sur ce que l'enseignant doit enseigner. Le rôle de celui-ci est d'organiser les apprentissages de la meilleure manière, pour amener ses élèves au niveau attendu. 2. Donner du sens aux apprentissages et montrer à l'élève à quoi sert tout ce qu'il apprend à l'école. Aussi, à situer les apprentissages par rapport à des situations qui ont du sens pour lui, et à utiliser ses acquis dans ces situations. 3. Certifier les acquis de l'élève, en termes de résolution de situations concrètes, et non plus en termes d'une somme de savoir et de savoir-faire, que l'élève s'empresse d'oublier, et dont il ne sait pas comment les utiliser dans la vie active. En d'autres termes, il s'agit ici de l'évaluation en termes de savoir agir dans la réalité, et non plus de restitution de savoir déconnecté du réel. Dans son ouvrage intitulé « Une pédagogie de l'intégration », Rogier fait appel à la notion de compétence, et la définition qu'il en donne. Il la définit comme « la possibilité pour un individu de mobiliser un ensemble intégré de ressources, en vue de résoudre une situation problème. » C'est développer une compétence chez un apprenant, en mobilisant ses ressources, face aux différentes situations d'apprentissage, qui sont désormais des situations problèmes, proposées par un enseignant à ses élèves. Enfin, selon Miled, l'APC repose sur les deux principes suivants. 1.
Intégrer les apprentissages, au lieu de les faire acquérir de façon séparée. Autrement, passer d'un apprentissage cloisonné ou juxtaposé, à un apprentissage intégré, qui leur donne sens. 2. Déterminer et installer des compétences, pour développer des capacités mentales utiles dans différentes situations. Il s'agit ici de développer des compétences transversales, telles analyser une situation. Les limites de l'approche par compétences. L'APC semble donc s'inscrire dans le nouveau paradigme didactique, qui entend réinvestir les savoirs dans l'actif de la vie réelle, afin de leur rendre du sens. Mais elle n'est pas dénuée de travers. Elle est soumise à des critiques, notamment celle d'être une version améliorée de la PPO, la pédagogie par objectif. En effet, même si l'APC est venue pour combler et faire face aux critiques de la PPO, elle manifeste encore des influences de celle-ci. Ce que reconnaît Rogier en écrivant « L'approche par compétences » revenait à regrouper en compétences disciplinaires, quelques objectifs spécifiques issus de la PPO, qui gardaient encore l'aspect la forme et l'évaluation, des objectifs spécifiques. Ce que soulignent Nguyen et Blais de leur part, en écrivant « Il existe des convergences objectives entre la PPO, qui est la logique pédagogique centrée sur l'enseignement, et l'APC, qui est la logique pédagogique centrée sur l'apprentissage. » Il est à noter que même si le recours au concept de compétence permet à Rogier en théorie de dépasser les limites de la PPO, en réalité, il y a un grand risque que les objectifs finaux ne soient pas réalisés. Parce que cela demande de mettre en place un enseignement transdisciplinaire, une collaboration entre des enseignants de domaines disciplinaires différents, et parce que l'APC exige des enseignants très bien formés, capables d'étayer sans différer les efforts de leurs élèves. Enfin, selon Nguyen et Blais, l'approche par compétences s'est développée pour tenter de dépasser certaines limites de la PPO, par exemple, celles qui concernent le risque de morcellement des apprentissages. Cette approche constitue un cadre conceptuel intéressant pour élaborer et évaluer des hypothèses d'amélioration des curricula. En contrepartie, elle comporte des limites, notamment celles liées à la nécessité de développer des modèles cognitifs d'apprentissage des compétences, qui font encore assez largement défaut. Conclusion et perspective. L'approche par compétences est actuellement appliquée dans plusieurs pays, dans le cadre des nouveaux programmes issus des refontes éducatives. Dans ces pays, l'APC consiste selon Rogier, à rendre les apprentissages plus concrets, et plus opérationnels, orientés vers l'insertion dans la société et dans la vie de tous les jours. Cependant, nous devons signaler que la mise en place de l'APC a rencontré des problèmes, parmi lesquels nous pouvons citer les suivants. 1. Les programmes adoptent certes l'approche par compétences, mais en imposant un schéma d'activité traditionnel, qui relève de la méthodologie circulante, ou un même support, et prétexte à différentes activités. Et qu'il reflète aussi parfaitement l'approche globaliste de l'enseignement. 2. Une absence de flexibilité dans le déroulement des activités, qui n'incite pas les enseignants à s'accorder au rythme de résolution des situations problèmes par les apprenants, ou à être en phase avec leur rythme d'acquisition. 3. Une permanence des pratiques enseignantes, qui pourrait être lue comme une forme de résistance à la réforme. Cette permanence des pratiques enseignantes se décèle notamment dans le schéma interactif de classe, mobilisé par les enseignants, qui est resté toujours le même, à savoir, question-réponse-renforcement. Ce qui implique que les apprenants dépendent toujours de la parole et des interventions de l'enseignant, et qu'ils sont privés de toute initiative et créativité langagière. Merci pour votre attention. Si vous avez des suggestions qui concernent le monde d'apprentissage et de l'entraînement, notez-le aux commentaires. Pour plus de vidéos, activez la cloche. À bientôt.